partout où vous nous suivez, soyez le bienvenu dans votre nouveau numéro de votre magazine. Ce soir, nous avons l'insigne honneur de venir à la rencontre de papa Christophe Kisolo Kele, qui est l'un des membres de l'église kimbanguiste, petit-fils de papa Simon Kimbangu. Il occupe aussi d'autres responsabilités et aussi c'est un analyste social. Avec lui, nous allons parler de l'actualité du pays et comprendre ce qui se passe selon sa vision et son regard. Sans plus tarder, je vais saluer mon invité de ce soir. Papa Christophe Kisolo Kele, nous vous saluons. Je vous salue aussi, soyez le bienvenu chez nous. Merci beaucoup, papa. Papa, nous allons parler ce soir de l'actualité, des différentes préoccupations qui touchent la société. Nous sommes d'autant plus ravis parce que vous êtes à la fois scientifique, homme d'église, vous vivez dans la communauté et nous allons échanger sur quelques questions. Ces derniers temps, il y a une proposition de loi sur le mariage, faire évaluer ou évoluer le mariage. Le concerné, l'honorable député Daniel Mbaou, a estimé qu'il fallait revoir certaines conditions dans la réalisation du mariage, notamment la dot, que la dot soit fixée dans une fourchette de 1 à 500 dollars, revoir certaines questions sur la polygamie, l'existence même du mariage, et il propose une loi qu'il a déjà déposée. Il est passé sur plusieurs plateaux de médias, mais nous avons observé en tant qu'hommes de médias que l'Église n'est pas souvent appelée au débat. Parce que l'Église aussi, c'est une entité qui est dans ce processus du mariage. D'abord, papa Christophe Kisolo Kele, pour vous, c'est quoi le mariage sur le plan de ses dimensions? Mariage religieux, mariage coutumier et reconnaissance devant l'officier de l'état civil, ce qu'on appelle mariage civil. Comme on dit, mariage religieux, c'est un contrat entre un homme et une femme qui se mettent d'accord pour accepter de vivre, de partager leur vie, de passer leur vie ensemble, mais cela devant le témoin qui est Dieu, qui est l'Église, qui est l'Assemblée des chrétiens. C'est ça le mariage religieux. Donc c'est un contrat qu'on passe devant Dieu et c'est un contrat qu'on passe entre un homme et une femme. C'est important ça aussi. Vu comment la société évolue, avec les changements maintenant, il faut qu'on rappelle la position de l'Église par rapport au mariage entre hommes et femmes. C'est ça le principe. Pour le mariage devant l'officier civil, le mariage qu'on appelle le mariage civil, c'est un contrat qu'on prend entre un homme et une femme, mais là maintenant c'est devant l'État. Donc c'est le pays, c'est les citoyens du pays, c'est le gouvernement, c'est toute l'administration, c'est toute l'administration qui est témoin par rapport à votre acte d'engagement. Vous vous engagez toujours à vivre ensemble, à partager, à passer des moments difficiles ensemble et de vivre, de fonder un foyer ou une famille. Donc ça, c'est le mariage civil dans son sens. C'est un mariage beaucoup plus juridique parce que le mariage religieux, c'est un contrat entre les hommes et Dieu, mais le mariage civil, c'est un contrat entre un homme et une femme avec le gouvernement, avec l'état civil. Donc à partir de ce moment-là, on reconnaît dans la composition de la famille le père, la mère, le foyer. Donc ça devient un acte juridique. Et l'autre mariage, c'est le mariage coutumier. Ça, c'est le mariage, c'est l'entente. C'est toujours un contrat entre un homme et une femme. Mais là, au sens le plus large, c'est entre deux familles. La famille de l'homme et la famille de la femme, pour qu'on puisse les mettre ensemble, pour qu'ils vivent et qu'ils partagent leur vie ensemble. Mais papa Christophe, comment expliquer que de ces trois entités, c'est plus l'Église qui prépare les futurs couples? Il y a des cours. Est-ce que dans ce débat, ne faudrait-il pas aussi avoir
le point de vue de l'Église, parce que c'est l'Église qui prépare. Parce que surtout en République démocratique du Congo, chaque futur marié a une église d'attache. Par exemple, ceux qui sont kimbanguistes auront comme église d'attache l'église kimbanguiste. Mais vous remarquez, de ces 3 entités que vous avez présentées, c'est plus l'église qui prépare les futurs époux. Peut-être d'autres, ils leur préparent pendant 6 mois, 3 mois. Mais est-ce que vous ne pensez pas, parce que vous préparez les citoyens congolais au mariage, vous n'avez pas votre mot à dire? Et par exemple, la préparation pour les mariages au sein de l'église kimbanguiste pour 2 futurs mariés, ça se passe comment? On va commencer par la dernière réponse et puis on va aller vers la première. Normalement, c'est des accompagnements, c'est des conseils sur le comment vivre ensemble, on vous montre quel type d'épreuves vous aurez à affronter quand il y a une vie commune. Et il y a tous ces enseignements-là religieux, des enseignements chrétiens pour vous aider à surmonter les épreuves. Et à côté de cela aussi, il y a un encadrement simplement social ou technique, parce qu'on vous demande, on vous pose, à l'église kimbanguiste, on vous pose déjà des questions préalables, de savoir déjà si vous n'avez pas une forme de consanguinité. On cherche à savoir si, par exemple, vos groupes sanguins ne sont pas antagonistes, pour éviter justement que les enfants que vous ferez soient, par exemple, porteurs de maladies génétiques et tout. Et on vérifie un peu tout ça. On regarde si l'un des futurs mariés n'est pas porteur, par exemple, d'une maladie qui peut se transmettre à notre partenaire, comme, prenons par exemple, comme le sida, comme la tuberculose. On essaie de voir qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut préparer ces gens-là pour qu'on soit vraiment le plus serein possible en allant dans le mariage. Ça, c'est pour la formation. Et en ce qui concerne le débat, est-ce que l'Église doit participer au débat? Je pense que l'Église n'est pas exclue de la société, parce que ceux qui forment l'Église, c'est les chrétiens, c'est les citoyens. Ils vivent et les lois qui sont votées vont les toucher. Ces lois-là touchent la vie des chrétiens tous les jours. Donc, même l'Église fait partie de la société. Donc, logiquement, en étant des leaders d'opinion, ça serait que normal que l'Église aussi participe à ces débats-là. Mais je ne pense pas que l'Église a une mission d'aller dans l'hémicycle pour aller discuter des lois. Mais par contre, l'Église aussi vote. Les membres de l'Église votent, et ceux qui votent peuvent aller vers leurs députés pour transmettre les inquiétudes, les points de vue de l'Église, par exemple. Et la formation, par exemple, au sein de l'Église kimbanguiste pour les futurs mariés, ça prend à peu près combien de temps? En général, c'est 3 mois. 3 mois, donc c'est vraiment important. Vous donnez une grande importance à cela. Oh, c'est primordial. C'est primordial justement pour éviter des situations qui seront beaucoup plus dures, difficiles à gérer. Donc vous appelez ça malongi, c'est ça? Oui, les malongi, oui. Est-ce que c'est vrai, en tant que leader d'opinion et homme d'église, vous essayez un peu d'arrondir les angles, mais quelque part aussi, l'église prépare les futurs mariés. Maintenant, dans la conditionnalité de la dot, d'autres sont en train de dire si on fixait la dot selon la loi Mbao, la proposition de loi Mbao, à $500, on chosifie la femme, on vend la femme. Donc, on veut bouger les règles établies. En tant qu'homme d'église, qu'est-ce que vous pensez de cela? Je pense que même l'église n'est pas figée. Même l'église s'adapte aux réalités du moment. L'église d'il y a 100 ans n'avait pas la problématique des réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous les avons. Et on doit les traiter. On ne doit pas faire la politique de l'autruche. Penser que les réseaux sociaux, comme au départ, on n'avait pas mis des normes pour ça, qu'aujourd'hui, comme ça existe, comme on n'avait pas mis des normes, qu'on laisse comme ça. On est obligé d'encadrer. Donc, même à l'église, il y a des orientations qui se donnent. Il y a même des lois qui se donnent par rapport à la gestion de ces réseaux sociaux.
Donc ça veut dire que l'Église s'adapte. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire que tout est figé, tout est fermé. Moi, je crois, à mon humble avis, je pense que c'est de la discussion que jaillit la lumière, que jaillit la vérité. Et je me dis, je ne rejette pas tout, parce que quand on dit, ah non, non, le coutumier, on doit laisser, on ne doit pas toucher au coutumier, on ne doit rien faire, on doit laisser comme ça. Je crois que même les coutumiers, ceux qui négocient, c'est des êtres humains. Hein, c'est des êtres humains et la plupart d'entre eux aussi des enfants. Si aujourd'hui son propre enfant ne peut pas se marier parce que ils n'ont pas d'argent, je pense que même lui-même est affecté. Alors cette escalade, hein, parce qu'il y a un problème d'escalade. Au départ, nous, je sais que nos mariages, on demandait pas grand-chose, c'était plus symbolique. Pourquoi symbolique? Parce que simplement, dans la conception africaine, dans la conception bantoue, quand deux personnes, un homme et une femme se marient, c'est deux familles qui s'unissent en fait, qui deviennent une seule famille. Et dans cette alliance-là, quand on devient une seule famille, on partage nos malheurs, on partage le moment de bonheur, on partage les aides, on s'entraide entre nous, on forme une communauté. Et cette communauté-là, ça n'a pas de prix. L'entraide qu'il y a dedans n'a pas de prix, on ne peut pas évaluer. C'est pourquoi nos ancêtres ont parlé de la symbolique, des objets symboliques. Alors aujourd'hui, nous sommes passés des factures, des dots qui coûtaient peut-être $100. Hein, on est passé de $100 aujourd'hui, on demande même dans les $5 000. Et ce n'est pas la modernité. Par exemple, un makasu aujourd'hui, ou bien un gongi, je ne sais pas, un lungwila, oui. C'était peut-être utile pour ceux qui étaient les ancêtres. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les oncles ou les tantes actuelles devront aussi accepter, comme vous dites symbolique, les makasu et les lungwila? Est-ce que ce n'est pas ça? Non, parce que c'est moderne, ils ont actualisé. Justement, c'est ça. Parce que quelque part, cette dot doit servir à quelque chose. Justement, c'est ça. En fait, c'est ce que je suis en train de dire. Je dis la loi n'est pas figée. Je dis que la loi est dynamique. Pourquoi je dis qu'il ne faut pas rejeter d'emblée une proposition qui vient comme ça. Moi, je pense plutôt que, justement, si il y a un problématique, parce que, par exemple, dans d'autres pays modernes, la technique du sondage est devenue une routine. Dès qu'on a quelque chose, on a un problème, directement, on fait passer au sondage. Comme ça, on a une carte. Hein, on a une carte représentative de l'opinion des gens. Peut-être qu'on sera surpris que sur 100% de la population, il y a peut-être 50 ou 60 qui sont pour cette loi-là. Parce que c'est des hommes, c'est des personnes qui veulent se marier, ou bien des personnes qui ont des enfants à faire marier. Peut-être, on ne sait pas. Mais dans ce cas-là, comme on n'a pas fait de sondage, et que quelqu'un a émis une pensée, je pense que ça vaut la peine qu'on s'arrête une minute et qu'on discute. Je ne dis pas qu'on prenne toute la loi, ou bien qu'on impose. Je ne veux pas d'une loi coercitive. Je veux une loi négociée. Je veux que ça se fasse sous l'arbre à palabres. Mais s'il y a vraiment des réelles difficultés, parce que ces difficultés, il y en a, il ne faut pas rejeter. Il faut commencer par dire qu'est-ce qu'on peut faire pour trouver une solution. Et si on dit que nous ne sommes pas habilités, prenons qu'on se dise que nous ne sommes pas habilités à gérer de ces problèmes-là, alors demandons qui est habilité à gérer ce problème. C'est des hommes, c'est des êtres humains. Si on nous dit que c'est les chefs coutumiers, eh bien on va appeler tous les chefs coutumiers, on le met ensemble, nous créons une commission et à travers le travail qui sera fait, nous allons publier. Et ça, avec le résultat de ce travail, on pourra l'emmener chez les législateurs, comme ça ils pourront voir s'ils peuvent émettre une loi pour accompagner ce que... Mais il ne faut pas rester figé, il faut que ça bouge, parce que le monde est dynamique. Vous avez parlé de l'ICASU, aujourd'hui de modernité. Justement, nous sommes passés de l'ICASU, peut-être au groupe électrogène. Mais justement, c'est un passage. Alors, il faut qu'on accepte aussi que il ne faut pas qu'on se dise, OK, on veut rester traditionnel et en même temps, on veut être moderne. Non. Si vous avez dit que nous sommes passés de l'ICASU au groupe électrogène, ben, acceptez aussi qu'on passe de $5 000 peut-être à $500, ou bien mais comment ça sera discuté. Ce qui est intéressant, Baba Christophe Kisolof, qui est dans vos propos, nous comprenons que ces échanges doivent être inclusifs. Donc l'Église,
la tradition, donc les chefs coutumiers, les chefs des familles, ainsi que les penseurs de la loi. Parce que réfléchir seulement dans l'angle de député national juriste, c'est quelque part biaiser la démarche parce qu'on ne prendra pas en compte d'autres éléments, parce que le mariage est anthropologique, le mariage est sociologique, le mariage est aussi, c'est une question de psychologie selon les provinces, les groupements, les ethnies. Mais bien sûr. Et la dernière question pour passer à une autre série de questions, Papa Christophe Kisolokel, et que je reçois avec beaucoup d'honneur dans ce magazine. Ça, c'est votre vision. Hein. La plupart des Congolais qui sont passés dans les médias par des micro-baladeurs disent ceci. Imaginez-vous, ma fille, que j'ai éduquée, j'ai élevée, j'ai formée, et actuellement, elle est professeure d'université, elle est juriste, elle est médecin, elle est même ministre. Est-ce que c'est normal que je puisse recevoir une dot de 500 $, tenant compte de tous les efforts, de l'investissement que je portais pour que ma fille soit une femme de valeur dans la société? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est aborder le sujet par un mauvais angle. Et je pense que c'est nuisible parce que quand on dit que moi j'ai investi, quand on parle d'investissement, ça veut dire on attend un retour. Pourquoi pas? Non, c'est ça que je dis. Je dis on attend un retour. Alors pourquoi alors nous disons que mettre 500, c'est comme si on fixait un prix à notre enfant, ça devient de la marchandise, pendant que nous-mêmes, dans notre langage, je dis j'ai investi et j'attends le retour. C'est un investissement, c'est un commerce. Je ne veux pas qu'on parle de ça. Pour moi, mon point de vue, ne parlons pas en termes d'investissement, parce que le plus grand investissement, c'est la satisfaction personnelle. Moi, je crois que quand moi j'investis pour mes enfants, parce que j'ai des enfants, j'en ai 5. Quand j'investis pour leurs études, c'est d'abord pas pour eux, mais c'est pour moi. La satisfaction d'avoir accompli quelque chose de louable. Le problème aujourd'hui, dans nos sociétés aujourd'hui, nous avons la difficulté de transmission parce que nous pensons à nous. On doit apprendre à penser aux autres. Moi, je lègue le savoir à mes enfants. J'espère que mes enfants vont léguer le savoir à leurs enfants et ainsi de suite. Comme ça sera une dynamique pour toute la communauté, pour toute la société, pour le pays. C'est comme ça, il faut changer la façon de voir les choses. Quand on parle de nos enfants, quand on investit dans leurs études, dans leur bien-être, c'est pour que demain, ces gens-là soient des êtres dignes dans la société. Et nous, on tire notre bénéfice, puisque vous parlez d'investissement. Quand on parle d'investissement, le bénéfice que nous allons en tirer, c'est la satisfaction de voir que nous avons produit, nous avons créé quelque chose. C'est comme l'arbre. Un arbre qui produit des fruits, l'arbre ne se nourrit pas de ses fruits. L'arbre ne se nourrit pas, mais je me dis, si je me mets à la place de l'arbre, cet arbre-là qui produit des bons fruits, les gens viendront, je prends un fruit de cet arbre-là, le fruit est bon, cet arbre est bon. Je pense qu'en tant qu'arbre, je serai fier du produit. Et je crois même que nos parents, moi j'ai vécu avec mon père longtemps et j'ai beaucoup discuté avec lui sur des situations en général, mais de son point de vue, il a toujours expliqué que sa fierté, c'était juste de nous voir, de nous envoler, d'être des hommes libres et d'être des bonnes personnes dans la société. Et il n'attendait rien en retour. Mais papa, c'est vrai que nous devions passer à une autre série de questions. Mais nous allons par exemple chez nos frères et sœurs du Congo central. Là-bas, il y a 2 factures ou 2 listes de la famille de l'homme et de la femme. Ça se passera maintenant comment? Mais justement, ça se passera maintenant comment? Justement, cette notion de 2 factures a commencé quand? Moi, à l'époque, quand on mariait nos sœurs, nos grandes sœurs se mariaient, il n'y avait qu'une seule liste. C'était une liste commune qu'on faisait et qu'on remettait à la famille du mari. On venait tout déposer et puis après, c'était entre les 2 familles, ils s'arrangeaient pour partager, ils savaient comment ils faisaient. Nous, on n'a jamais vu 2 listes. Les 2 listes, c'est venu après. Donc, quand il y a 2 listes de familles, donc ça veut dire qu'il y a déjà une forme de mésentente. Chacun veut faire sa liste à sa façon. Donc, déjà là,
c'est pas des preuves d'amour. Normalement, un mariage, c'est quelque chose d'amour. C'est la réunification de deux familles. Vous mettez ensemble pour devenir une seule entité d'entraide, une seule de soutien, d'accompagnement. Vous créez, hein, vous devenez tous un. Donc là déjà, on voit que c'est pas normal. Maintenant, pour ces deux listes-là, prénoms, qu'est-ce qu'on fait généralement? Il y a une liste pour la famille du père, il y a une liste pour la famille de la maman, il y a un montant de la dot, hein, qu'on met pour la famille du papa et un montant pour la famille de la maman, qui généralement est moins lourd que la dot de la famille de papa. Ça aussi, c'est une bonne question. Pourquoi c'est pas équilibré? Pourquoi? Ça, c'est un autre débat. Mais du moins, on nous demande ça comme ça. Si ils vont le faire au prorata de ceux qui font déjà, prénom, ils font du 60-40 ou du 50-50, ça sera à eux de voir par rapport à la loi qui sera votée. Je n'ai pas dit que j'approuve les $500, mais je dis plutôt que je ne désapprouve pas l'idée de discuter autour. Mais il y a aussi la peur de faire fâcher les parents. Ça porte malheur, ça porte malchance. Peut-être la femme n'aura pas d'enfant, ainsi de suite. Banoko va s'épée la quitter. Non, mais tout ça parce qu'on n'a pas donné. Mais la femme. Parce que les parents ne se sont pas réjouis, surtout côté papa, côté maman. Ça aussi, la loi traite ça comment? Non, d'abord, nous voulons, à moins que je me trompe, hein, mais j'ai toujours eu l'impression que nous voulons être une nation dédiée à Dieu. Et le président, là, d'ailleurs, le président Félix-Antoine Tshisekedi l'a dit, il a fait une prière, il a dit que je confie le pays. Mais on n'oublie pas le Bokoko. Non, j'arrive. Il a dit que je confie le pays entre les mains de Dieu. Donc ça veut dire que le Bokoko a ses bons côtés, il y a aussi des mauvais côtés. Et comme tous les aspects de la vie, hein, il y a des bons et des mauvais côtés. Mais le problème, quand vous dites par exemple que l'insatisfaction des parents peut entraîner qu'un enfant, la fille qui se marie, ou bien les enfants qui se marient, ne procréent pas. Ça peut arriver, mais parfois même, il y a la satisfaction, on répond à toute la liste, on paye même la dot, mais il y a quand même des problèmes. Et après, on vient nous dire que non, il y a une tante, quand ils avaient fait la liste, elle n'était pas contente, elle voulait ça. Sinon, si on commence à suivre ça, il y a peut-être un oncle quelque part qui juste par haine, il dit par exemple que moi, mes enfants ne se marient pas, mais les enfants de ma soeur se marient, alors je vais les en... Et si on commence à regarder, qu'est-ce qu'on va traiter? On ne pourra pas tout traiter. C'est pourquoi c'est une nation qui a été confiée à Dieu. La tradition est là pour cimenter, hein, comme fondation de la société, mais cette tradition-là ne peut pas venir écraser nos vies, c'est pas bon. Parce que c'est des vies dédiées à Dieu. C'est pourquoi nous, on va se réfugier à Dieu. On confie, c'est pourquoi on dit le mariage religieux vient là pour cimenter, pour conclure. Donc on vient confier les enfants à Dieu pour qu'ils soient leurs protecteurs, que le Christ puisse vivre à travers eux et protéger toute la famille. Donc on se confie à eux et puis le reste, on va voir. Il y a des mauvais côtés dans la tradition, il y a des bons côtés. Prenons les bons côtés, les mauvais côtés, réétudions-les, voyons comment on peut avancer. Nous recevons pour vous dans votre magazine le petit-fils de Papa Simon Kimbangu, qui est membre de l'église kimbanguiste. Il est aussi leader d'opinion, scientifique. Nous avons parlé du point mariage par rapport à la proposition de loi de l'honorable député Daniel Mbao. Cette fois-ci, nous passons dans ce point qu'on intitulera gestion de conflits. Papa Christophe, nous avons remarqué qu'il y a trop de malentendus dans la société. Un policier qui tire sur un étudiant parce qu'il n'aurait peut-être pas porté un cache-nez, malentendu, kidnapping à cause de la pauvreté. Vous avez des partis politiques, les gens ne s'entendent pas, malentendus. Au sein des églises, malentendus. Le Congo devient une nation de tension. Les gens n'arrivent pas à parler calmement, froidement, sereinement, à tout le niveau. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que l'on ne peut pas gérer? Qu'est-ce qu'on ne peut pas discuter en prenant
une eau fraîche. Qu'est-ce qui se passe, papa? Qu'est-ce qui se passe? Une société d'incompréhension. Je crois que nous avons scié, nous avons coupé l'arbre par l'arbre, et en coupant cet arbre-là, nous sommes un peu perdus. C'est ce qui crée ce manque de communication. Et justement, le vrai problème, c'est le chantier de l'éducation, le chantier de la tolérance, de la compréhension. Ce chantier-là n'a pas été assez exploité, assez exploré, parce qu'on crée pas des citoyens après un certain âge. On dit, même en psychologie, on parle de entre 15 et 16 ans, une personne déjà mentalement est formée. Donc, s'il faut créer des citoyens tournés vers le dialogue, vers la compréhension, il faut commencer tôt. Donc ça commence même à la maison, ça commence et puis à l'école, et puis voilà, les enseignants et tout ce monde-là. Donc c'est un gros chantier à travailler pour qu'on puisse produire ces gens-là qui seront capables de communiquer, de parler, parce qu'aujourd'hui les tensions, c'est dans toute la société, que ce soit dans les églises, que ce soit en politique. Et on parle même des empoisonnements. On parle même d'empoisonnement, justement, c'est parce que quand les tensions deviennent trop fortes, on recourt à la solution de facilité. La solution de facilité, c'est éliminer l'autre pour qu'il n'y ait plus de tension. Et c'est ce qui se passe. C'est pourquoi on élimine au sang, on peut faire du mal, on est prêt à faire du mal. Nous sentons même l'Église perd la main. Justement, c'est parce que justement, l'Église, qui est censée être justement le modèle, l'incarnation de cette communication-là, de cette compréhension, ne joue pas ou ne joue plus son rôle à cause justement, on a ramené ce qui était de l'extérieur, on a ramené ça dans l'Église, et l'Église, quand l'Église a explosé, c'est à ce moment-là que c'est sorti aussi dans la société. Où est passé le Congolais d'antan qui était convivial, chaleureux, qui pouvait donner un verre d'eau, qui pouvait donner à manger facilement? Aujourd'hui, quelqu'un, vous le voyez dans une fête avec sa bouteille de bière ou de boisson en main et le verre, il ne veut même pas. Pourquoi? Il n'y a plus de confiance. Où est passée la confiance envers l'autre? C'est nous-mêmes qui avons créé ce climat malsain, et nous l'avons créé à cause des intérêts. C'est ce que je suis en train de dire tout à l'heure. Il y a tellement d'intérêts, on recherche maintenant le bien-être rapide, et c'est cette quête du bien-être rapide qui crée tous ces problèmes-là. Parce que nos parents avaient des valeurs, nos ancêtres avaient des valeurs, et les valeurs les plus importantes, ce n'était pas la possession, ce n'était pas le matériel, c'était d'abord la connaissance, la sagesse, qui étaient les valeurs les plus importantes de nos pères, de nos ancêtres. Et aujourd'hui, nous les avons perdues à cause justement de la recherche de ce gain, de cet intérêt, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, les sociétés ont évolué, et surtout que nous regardons beaucoup ce qui se passe ailleurs aussi. Parce qu'il y a beaucoup de choses que notre société a repris. Ce sont des choses, c'est des valeurs qui se passent à l'extérieur. C'est des valeurs parfois occidentales que nous avons ramenées, que nous avons mal compris, que nous avons mal gérées, et que nous avons mis ici, qui produisent ce genre de résultats. Donc, on a besoin de revenir dans les fondamentaux. Et les fondamentaux ne passeront que par d'abord le choix des bonnes personnes, des personnes qui peuvent aller au-delà, qui sont représentatives de ces valeurs-là. On n'a plus le choix aujourd'hui parce que toute la société est en train d'échouer. Alors il faut repenser complètement notre vision, notre façon de voir les choses. Et il faut accepter, à un moment donné, il faut accepter que l'on mette à certains endroits, certains postes, qu'on donne certaines responsabilités à des personnes qu'on va juger en fonction de leur éducation. Je pense qu'il est temps qu'on passe à ce genre de considération. Vous êtes d'accord que c'est la pauvreté qui crée ça suite aux conditions difficiles de vie? Il n'y a pas de boucher, pas d'argent, ainsi de suite. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est une raison? Non. Non. Moi, personnellement, je n'aime pas utiliser le mal. Je n'aime pas justifier le mal parce que je me dis, il y a toujours des possibilités. Il y a peut-être, parce que quelquefois on regarde aussi des émissions, vous n'allez pas me dire qu'un ministre qui vole, il vole parce qu'il est pauvre. Un député qui fait du mal
assez aux autres citoyens parce qu'il a bloqué ça, il a empêché qu'on fasse quelque chose de bien, il a bloqué des aides. Cette personne-là le fait. Il le fait parce qu'il est pauvre ou bien parce que c'est son état d'esprit. Moi, je pense qu'il n'y a aucune différence entre le ministre qui vole et le Koulouna qui vole. Il n'y a aucune différence, sauf que les circonstances les placent à des endroits différents. Donc, et pour ceux qui disent que non, c'est parce que, par exemple, le nouveau chef de l'État est dans un coin où un ressortissant d'une tribu qui donne plus accès aux membres de sa tribu. Est-ce que c'est aussi une raison pour en arriver là? Pour dire qu'il y a tribalisme? Non, ce n'est pas le tribalisme qui a causé, qui cause cet état de fait, c'est faux, parce que le président Félix Antoine Tshisekedi est arrivé au pouvoir quand? Est-ce qu'avant, il y avait l'opération, comment on l'appelle encore, Likofi, je pense. Hein? L'opération Likofi, il y avait des Koulouna, il y avait des ministres qui volaient, il y avait des scandales, il y en avait. Ce n'était pas le président Félix Tshisekedi qui était là. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire c'est parce qu'il est là et c'est parce qu'il est d'origine de l'ethnie Luba que ça a créé toutes ces tensions-là. Non, c'est faux. Ça serait faire une mauvaise lecture. Et quand on fait une mauvaise lecture, on prend un mauvais départ et les résultats produits seront pareils. On n'aurait pas avancé. Nous avançons aussi, nous arrivons à ce point où on se dit, il y a certains qui passent leur temps à jouer la victime. Nous n'avons pas ceci, nous n'avons pas cela. On a exigé que le chef de l'État aille à l'est de la République démocratique du Congo. Il faut qu'il aille à Béni. S'il ne va pas à Béni, les gens meurent. Il est allé à Béni. Mais nous remarquons que le Congolais reste insatisfait. Il a passé même un mois là-bas. Il était à Goma, Béni, Ituri. Mais pourquoi le Congolais est un éternel insatisfait? Bon, ça c'est, comme je dis, c'est un état d'esprit. On ne pourra pas le satisfaire juste parce que justement, la base n'est pas bonne. La base n'est plus bonne. Nous avons perdu nos repères. Quelqu'un qui n'a pas de repères ne pourra pas trouver satisfaction pour la simple raison que justement, il ne sait pas sur quoi il doit comparer, à qui il doit se comparer pour être bien. Nos parents, quand nos parents vivaient, nous avons des parents qui étaient des professeurs, qui étaient des maîtres d'école, qui étaient des menuisiers, qui étaient des agriculteurs, mais qui vivaient bien. Ils ne se sentaient pas obligés d'être jaloux d'autres personnes. Ils vivaient avec ce qu'ils avaient et on nous a élevés. Hein, nous, les enfants de cette génération-là, nous avons été élevés avec le principe qu'on se satisfait de ce qu'on a. Mais maintenant, aujourd'hui, c'est une culture qui est complètement différente. On ne se satisfait pas de ce qu'on a. Même quand on prend ce que l'autre a, on ne se satisfait quand même pas. Alors, à la fin, on essaie de toujours prendre. Et plus on essaie de prendre, plus on crée des antagonismes, plus on crée des tensions. Et ce sont ces tensions-là qui se répercutent comme ça. Et le président, il a beau faire. Ça va pas, c'est difficile que ça puisse changer parce que c'est dans la mentalité. Et c'est sur ça qu'on doit travailler. Quand on avait le président Mobutu ici, tout le monde disait que Mobutu parte, que le président Mobutu parte, c'est le tueur, c'est l'assassin, c'est tout ce qu'on dit, on ne veut pas de lui qui parte. Quand il est parti, le président Kabila est arrivé, tout le monde a applaudi, ouais, mais quelques temps après, qu'est-ce qu'on a dit? Que Kabila parte, c'est mieux encore que Mobutu revienne. Kabila a été assassiné, on a pris son fils, le président Joseph Kabila, il est arrivé. Au départ, oui, il est jeune, c'est bon et tout. Directement, quelques temps après, ils ont commencé à non, pas lui, on ne veut pas de lui, il est dictateur et tout ça. Le président Kabila est parti, Fachi est arrivé. Fachi, oui, on veut Fachi. Maintenant, vous commencez encore à dire que non, Fachi ne s'est. Donc c'est ça, ce n'est plus parce que les personnes ne peuvent pas rendre quelque chose, mais c'est parce que ces personnes-là, leur état d'esprit ne leur permet plus de recevoir. Parce que c'est tout un art, recevoir. Même donner, c'est un art. Il y a des personnes qui ne savent pas donner. Et quand on ne sait pas donner, c'est difficile que la personne qui reçoit puisse bien recevoir. On en voit tout le temps, on va en famille, il y a un homme qui est peut-être un oncle qui est riche ou bien tout ça, on va lui demander qu'il vous jette de l'argent, il vous donne. Mais il le jette, il vous insulte avant de vous donner ça. Il ne sait pas donner. Et quand on reçoit comme ça, on ne reçoit pas avec satisfaction, on reçoit avec des blessures.
Voilà, donc, on ne sait même pas donner. Il y a d'autres personnes à qui on donne avec gentillesse, on donne avec tout l'amour qu'on peut, on lui donne quelque chose. La personne qui prend et dit, ah, s'il me donne ça, sûrement qu'il a plus, donc il peut me donner plus. Et on commence à critiquer peut-être c'est ce que la personne avait. Donc aujourd'hui, on a perdu ce qu'on avait de plus important, le savoir-vivre. Comment recevoir, comment donner. On a perdu tout ça aujourd'hui. L'état d'esprit fait que nous soyons des éternels insatisfaits. Peut-être on peut accepter que c'est la Covid qui est l'auteur de cette situation. Non, on ne peut même pas parler de la Covid parce que la Covid, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans que la Covid est là. Peut-être si on me dit que la Covid est venue accentuer un problème qu'il y avait déjà dans la société, là je comprendrais. Mais si on vient pour accentuer quelque chose qui existait déjà, donc la chose existait. Et comment dans nos sociétés déjà, ça peut exister. Donc il y a déjà quelque chose qui ne fonctionne pas. Papa Christophe Kisolokele, nous allons parler d'un dernier point, c'est le point relation entre les hommes d'église et l'État, la politique plus précisément. Vous le savez, c'est l'actualité. Les hommes d'église, les confessions religieuses devaient se choisir le représentant de la CENI, les animateurs de la CENI. Et dans les pays développés, c'est le ministère de l'Intérieur qui organise carrément les élections. Mais dans certains pays à problème ou pays en voie de développement, les politiques ont choisi, pour question de transparence, donner à la société civile. Et la société civile, on a retenu quelques confessions religieuses. Et dans le cas de la République démocratique du Congo, il y a 8 confessions religieuses qui choisissent des acteurs qui doivent animer la CENI. Mais depuis les premières élections, parce qu'il y en a eu 3 dans ce pays, ils ne sont jamais tombés d'accord. 1, sur les animateurs de la CENI, et 2, jamais d'accord sur la transparence des résultats des élections. Comment expliquer cela que pour certaines personnes dans la société congolaise, on sent que la politique est entrée dans les synodes, dans le temple de Dieu? Oui, c'est vrai que tout à l'heure, je disais que l'Église aussi fait partie de la société. Donc, d'une certaine manière, l'Église subit aussi l'influence de la société, donc de la politique aussi. Et maintenant, c'est à l'homme de Dieu de pouvoir dissocier les deux choses. Mais malheureusement, aujourd'hui, les hommes d'église, des églises se sont multipliées. Les églises se sont multipliées, mais malheureusement, c'est pas les hommes de valeur n'ont pas suivi. Il y a beaucoup plus d'églises, mais il y a beaucoup plus de problèmes. Donc malheureusement, c'est un constat qu'on peut faire dans notre société. Et là, on revient encore à l'éducation. Il faut éduquer la population pour que même le pasteur qui fait partie de la société puisse aussi acquérir ces valeurs-là qu'il pourra transmettre aussi à ses ouailles ou bien aux autres chrétiens. Donc c'est important parce que c'est un problème qui est devenu très profond, et ce problème-là, c'est ce qui nous emmène toute la litanie de problèmes que nous avons. Aujourd'hui, on doit se choisir, comme vous l'avez dit, on doit se choisir les animateurs de la CENI. Mais depuis que la CENI est CENI, c'est des discussions, c'est des palabres. Comme là, pour exemple, 6 confessions religieuses ont choisi un candidat, mais 2 ont dit non, il faut aller au consensus. Entre hommes de Dieu, ça ne pouvait pas se passer de manière facile parce que vous avez Dieu comme point d'ancrage, vous avez la foi. Mais c'est ce que je dis, le problème c'est que nous sommes des citoyens, nous sommes des hommes de Dieu, mais nous sommes des citoyens aussi. Nous appartenons au pays, nous appartenons à la société, et nous subissons d'une certaine manière aussi les influences de cette société. Donc la sphère politique est en train de manipuler les hommes d'église. Non, je ne dirais pas que la sphère politique est en train de manipuler complètement. Non, je dis ceci, que nous pouvons subir les influences de la politique parce que nous faisons partie de la société. Est-ce que la politique, la sphère politique peut influencer la sphère religieuse?
Je dis oui, c'est clair. Hein, c'est vraiment clair parce que c'est derrière les habits nos habits de religieux, il y a aussi des êtres humains qui peuvent être atteints pour X, Y raison, peuvent être atteints pour X, Y besoin, ils peuvent tomber. Donc je peux pas dire que tout le monde est parfait, que tout est beau. Non, ça serait une erreur. Il y a eu beaucoup de scandales autour des hommes de Dieu aussi. Donc je reconnais qu'une influence peut s'exercer, mais maintenant, est-ce que cette influence s'exerce sur tout le monde? Je dirais pas oui, peut-être pas. Parce que la preuve, si ça s'exerçait sur tout le monde, il n'y aurait pas ce problème de non-consensus. Aujourd'hui, on parle de non-consensus justement. Pourquoi? Il n'y a pas de consensus Pour parce deux, que deux confessions religieuses contre 6 confessions religieuses. Ils sont 6, et il y a 2 qui ne veulent pas. Ils étaient 8 au total, il y a 2 qui ne veulent pas, il y a 6. Mais justement, la chose de Dieu est censée. Hein? Quand on parle de Dieu, on est censé être consensuel. C'est pourquoi on n'a pas parlé de vote, mais on a parlé de consensus. Et maintenant qu'ils ne sont pas d'accord, peut-être ils vont passer au vote, mais ils sont passés au vote. Mais au départ, on parle de consensus parce que justement, on se dit que tout ce monde qui se met autour d'une table, ces hommes, ils ont comme référence, comme vous l'avez dit, la foi en Dieu. Est-ce que les 6 ne sont pas un consensus de la majorité, par exemple? Parce que si on doit aller dans le sens de consensus, parce que pour ceux qui nous suivent, ils sentent comme s'il y a des confessions religieuses au-dessus d'autres confessions religieuses. Par exemple, l'église kimbanguiste ou protestante, catholique serait au-dessus d'autres confessions religieuses. Est-ce que c'est dans cet aspect que l'on doit comprendre consensus? Si par exemple l'église kimbanguiste n'est pas d'accord, ça veut dire qu'il n'y a pas consensus. Bon, je ne sais pas c'est quel genre de consensus comment ils se sont entendus dès le départ. Mais pour moi, le consensus, ça veut dire que tout le monde est d'accord. Tous se mettent d'accord sur un point, après des discussions, comme un peu ça se fait à l'église catholique pour choisir un pape. Hein? Ils le font par vote, par exemple, pour le pape. Oui, ils le font par vote. Le synode convainc. À la fin du vote, c'est le consensus. Parce que chacun vote, et petit à petit, les votes s'effritent. Il y a d'autres candidats qui... C'est la raison pour laquelle ça prend du temps dans l'église catholique. Oui, justement, voilà. Parce qu'ils doivent voter. Ils doivent revoter jusqu'à ce que le consensus tombe. Donc, à la fin, c'est un consensus. Quand la fumée blanche sort, ça veut dire qu'il y a eu consensus. Et normalement, je ne sais pas c'est quoi, qu'est-ce qu'ils se sont entendus, je ne sais pas. Mais du moins, le consensus, ils ne l'ont pas eu parce que 2 sont sortis. Moi, je suis pro-dialogue. Donc, moi, je suis pro-dialogue. Est-ce que les confessions religieuses ne doivent pas jouer à l'apaisement au lieu de mettre l'huile sur le feu? Justement. Parce que même le diable est étonné. Ça, c'est vous qui le dites. Peut-être que vous le connaissez. Mais du moins, ce qui est pas bien, c'est une image de division, d'incompréhension que les hommes de Dieu projettent devant la société. Hein, c'est peut-être ça qui est mauvais. Et pour moi, ils doivent se mettre ensemble et ils doivent militer pour qu'il y ait un consensus. Il faut qu'il y ait un consensus. À vous, à nous, papa Christophe Kisolo Kele, il y a certaines opinions qui pensent que l'on devrait décharger les confessions religieuses de la scène politique, par exemple se choisir les animateurs de la CENI, parce que quelque part, il y a comme de l'opprobre que l'on met sur l'homme de l'Église, parce que sur le plan moral et éthique religieuse, ils ont un lourd tribut à payer, carrément que les élections soient carrément confiées au ministère de l'Intérieur, comme ça les églises viennent comme des témoins, des observateurs. Comme ils sont disséminés, l'église kimbanguiste est disséminée partout en République démocratique du Congo, ils pourront suivre si le processus a bien fonctionné. Carrément, on saura que s'il y a des problèmes, c'est à l'État, au gouvernement qu'on doit demander des comptes et non, par exemple, dire certains propos aux hommes d'église. Vous trouvez cette proposition comment? Moi, mon vrai souci commence juste par le fait que vous en parlez. Si vous me dites qu'il y a des gens, il y a des personnes qui pensent que l'Église devrait se retirer de là, donc je dis qu'il y a un déficit de confiance. Et pour un homme de Dieu,
avoir ce genre de déficit de confiance, pour moi, ça signifie simplement qu'il est temps qu'on sorte de là. Parce que normalement, les hommes de Dieu doivent représenter l'ultime recours. Quand les choses ne fonctionnent pas, c'est à ce moment-là qu'on se dit, on peut se confier parce qu'on leur fait confiance. Mais si vous ne faites plus confiance aux hommes de Dieu, parce qu'il y a des gens qui pensent comme ça, alors je pense que le climat n'est plus propice pour que les hommes de Dieu occupent ce genre de poste. Peut-être que se retirer, laisser ça à la société civile, peut-être laisser ça aux partis politiques, et que l'Église ne vienne que pour accompagner le processus. Ça peut être une des solutions. Moi, ce n'est pas parce que je pense que les hommes de Dieu sont incompétents, mais vraiment, c'est à partir du moment où on commence à émettre des réserves sur quelque chose qui est censé être pas parfait, mais quelque chose qui est censé représenter la perfection de Dieu, alors je préfère qu'on se retire pour ne pas entacher, le nom de Dieu qui est perfection. Papa, nous allons terminer notre programme de ce soir. Un mot par rapport à l'Asbel qui porte le nom de votre père. Hein? Comment elle se porte? Oui, oui. Bon, elle fonctionne, elle se porte bien. Nous avons nos projets que nous faisons. On avait promis des points de forage d'eau, que nous avons déjà commencé. En Célé, nous avons lancé un programme là où il n'y avait pas. On a fait des forages. On est en train de faire un forage au niveau du plateau de Batéké aussi, là où l'accès à l'eau est vraiment difficile, surtout dans les périodes de saison sèche, là où il y a beaucoup de maladies dues à l'eau qui reviennent. Alors, c'est dans ces coins-là que nous avons choisi de faire. Nous sommes en train de faire un forage, et un CELE nous avons déjà fait, et nous continuons nos œuvres charitables. Comme là aujourd'hui déjà, il y a une action qui est en train de se faire. On a dit on veut aider les orphelinats, mais les orphelinats qui recueillent des enfants à très bas âge. C'est vers eux qu'on veut se tourner parce qu'on a vu qu'il y a beaucoup de difficultés dans ce domaine-là en termes d'accompagnement, déjà en termes de nourriture pour ces enfants, en termes d'habillement, en termes d'hygiène déjà avec les couches et tout. Donc là, il y a une action qui est en train de se faire maintenant. Au niveau nous avons trié, nous avons choisi 3 orphelinats et nous sommes passés pour leur remettre des biens qui vont leur permettre de pouvoir subvenir à ces enfants de très bas âge. Donc on parle vraiment de nourrissons, hein, des enfants abandonnés, des nourrissons et des petits-enfants ça va de 1 jusqu'à 3-4 ans. C'est ça notre objectif. Dans le nom de l'Asbel, c'est l'Asbel Papa Jacques. Charles. Papa Charles Kisolokele. C'est la Fondation Charles Kisolokele. Fondation Charles Kisolokele. Papa, c'est déjà la fin de nos échanges. On n'a pas vu le temps passer avec vous. Oui, Qu'est-ce que nous pouvons retenir de tout ce que nous avons échangé ce soir? Nous savons que quand vous aurez encore le temps, nous allons demander l'autorisation pour venir vous rencontrer et échanger à nouveau. Je pense que notre message principal s'adresse à tous les Congolais, et nous leur réitérons ce vœu de les voir tous unis dans la même pensée, l'arbre à l'arbre. C'est ça qui doit nous animer. On doit se mettre ensemble, communiquer, parler, ne pas se battre. C'est pas un ring, c'est pas un terrain de combat pour qu'on puisse se détruire comme ça. À force de se battre comme ça, nous allons nous affaiblir, et quand les autres viendront, nos ennemis viendront, ils viendront nous trouver tellement faibles qu'on ne pourra pas résister. Donc aujourd'hui, notre but, le but de notre combat doit être l'union, la communauté. On doit se battre pour que notre société respire. Il y a trop d'étouffement, il y a trop de mauvaises personnes, il y a trop de mauvais exemples. Il faut qu'on crée un espace qui sera vivable pour tous les Congolais, pour tous les enfants du Congo, qui sont aussi les enfants de Papa Simon Kimba. C'est important. Un grand merci, Papa Christophe. C'est moi qui vous remercie, Papa Symphorien, pour vous être déplacé, pour venir nous voir, partager ce moment avec vous. Je vous remercie infiniment. Nous avons reçu pour vous dans votre magazine Papa
Christophe Isolo-Kele. Nous avons abordé 3 grands points, à savoir la question sur la dot, la proposition de loi de l'honorable député Daniel Mbaou. Nous avons parlé de la gestion de conflits, comment gérer les conflits au sein de la société. Et nous avons terminé avec cette question concernant le rapport entre les confessions religieuses et les politiques, surtout notamment sur la question de la CENI, désigner les responsables. Et nous avons passé une information par rapport à ce qui se passe dans la fondation Papa Charles Isolo-Kele. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Restez connectés à nos programmes. Merci beaucoup, papa. C'est moi qui vous remercie.